Et bonjour à tous, bienvenue dans Face à Raju, l'émission avec moi-même, Raju, et puis quelqu'un face à moi. Aujourd'hui c'est Maxime. Salut Maxime. Salut Raju. Ça va bien? Ça va, nickel. Content de te voir en tout cas, parce qu'on aura déjà dû se rencontrer il y a quelques temps. Oui. Cet été, c'était au mois de juin, lors d'un autre tournage qu'on faisait avec le Street Show. À l'époque c'était dans un loft. Bon, tu n'avais pas pu venir ce jour-là finalement, donc tu avais eu un imprévu. Aujourd'hui tu es là. Tu es là pour venir nous parler de toi et de ta maladie dont tu es atteint. Oui. Et c'est une maladie pas commune, Ouais. la maladie de la photophobie. Ça, le syndrome de la photophobie. Le syndrome, pardon, de toi, même là, j'arrive pas à le dire, Ouais, tellement on en entend peu parler. Et donc, fait. tu es là pour nous raconter tout ça. Donc, justement, comment t'en es arrivé là? Parce que Face à Raju, c'est aussi des témoignages. Vous venez parler de votre vie. Nous raconter une histoire. Et avec toi, on va connaître la tienne. Du coup, donc toi, Maxime, tu viens du centre de la France, de Chartres, C'est ça, tout à fait. T'as quel âge, Maxime? J'ai 35 ans. 35 ans. Oui. 35 ans et des lunettes de soleil. Lunettes de soleil, on pourrait croire ça, oui. Mais en fait, non. Non, c'est juste que j'ai voulu créer un style avec des lunettes qui peuvent cacher mon handicap, Ouais. tout en restant assez stylé et que ça se voit pas, parce qu'avant j'avais des lunettes qui me prenaient tout ça. Toute cette partie-là, ça me cachait vraiment toute la partie des yeux. Il y avait beaucoup de moqueries par rapport à ça dans ma jeunesse, et quand la nouvelle technologie est arrivée, je me suis dit pourquoi pas parce que donc avant tu pouvais pas vivre sans avoir tout ce masque en fait, comme on est un peu au ski, un masque de ski un peu. C'est ça. C'était un peu ça. Pas pour Tout à ceux qui fait. font du ski bien évidemment, qui comprendront. Mais et donc là aujourd'hui juste on va dire des petites lunettes te suffisent. Parce qu'on rappelle que si tu les enlèves genre maintenant, tu vas souffrir. La lumière m'aveugle et me brûle les yeux. Donc en fait, ce sont des verres qui sont polarisés et anti-UV. Il y a aussi des lentilles qui sont faites pour ces problèmes-là, mais sauf que moi, mes yeux ne les supportent pas. Donc je suis resté sur des lunettes. Okay. Quitte à me faire juger comme encore actuellement. Ouais, c'est un vrai handicap. Du coup, moi, quand il fait nuit, la nuit, je peux les enlever. Tu peux les enlever, voilà. Donc, yes. Donc, tu as tout intérêt finalement à trouver un travail dans la nuit. Donc. Je travaille à l'extérieur et tous les jours. En fait, ces lunettes-là me permettent de voir comme une personne lambda, comme toi, sans lunettes. C'est-à-dire que si toi, tu mets les miennes, bien évidemment, tu ne vas pas voir. Moi, je vois comme toi, comme si tu n'avais pas tes lunettes. En fait, ça me permet d'assombrir la lumière qui m'aveugle. Okay. Vraiment. Sans mes lunettes, je ne vois rien, je vois juste le contour de la personne blanchâtre. Alors, depuis combien de temps tu as ça? Ça m'est arrivé assez jeune, ça m'a été diagnostiqué assez jeune. Et en fait, on peut avoir cette maladie sous différentes formes. En fait, ça peut être un problème oculaire, comme un problème neurologique. Sauf que moi, il n'est rien de tout ça. Moi, ça a été juste à cause de plusieurs chocs traumatiques émotionnels. Et donc, tu es là pour nous en parler. Quels ont été ces chocs? Tout à fait. Alors, ça a commencé déjà quand j'avais 1 an. Donc là, ça va être un choc. On dit généralement qu'un enfant ne se rappelle pas de son passé. Je suis là pour prouver le contraire, que je me rappelle même carrément de chaque pièce, chaque objet qu'il y avait dans les pièces quand il s'est arrivé cela. J'ai failli mourir à 1 an. Mon grand frère aussi. Où mon père s'était pris 26 coups de couteau. Donc déjà ça a été un choc émotionnel. 27 coups de couteau? 26 coups de couteau. Et du coup, au final, il est parti à l'hôpital. Il n'en est pas mort. Et la justice a rendu que comme lui, il a rendu les coups à la personne, ils ont tous les deux été en prison. Donc voilà. Donc ça, c'était un choc émotionnel. On a failli mourir parce qu'une personne est rentrée chez nous dans le simple but de tuer mon père et nous. Voilà. Pourquoi, du comment? Qui est cette personne, vous savez aujourd'hui Ça avait été un proche du côté de mon père, en fait. C'était le conjoint d'une sœur. Voilà. Le conjoint d'une sœur, donc ton beau-frère en fait. Non. Ah non, de ton oncle. Voilà, c'est ça, un oncle. Conjoint de ta tante, je veux dire. Voilà, donc ton oncle en fait. Yes, tout à fait. Et c'est quoi le litige? C'est quoi? Le litige, c'était en 91. C'était pour une histoire de mobilette. Et à l'époque, c'était en francs. C'est pour un 10 francs. Et cette personne-là était, on va dire, sous stupéfiant très dur. Et du coup, a voulu attaquer mon père.
Donc, il est rentré dans l'appartement. Donc, déjà, ça a été un choc là-dessus. Et un deuxième choc, quelques années par la suite, où j'ai été enlevé. On a été enlevé par une de nos tantes pendant 2 ans. J'ai été plancardé. Je faisais partie des enfants qui étaient plancardés dans les murs de la gendarmerie. On a été retrouvés par mon père et on a subi aussi des agressions sexuelles. Voilà. Par ta tante? Pas que. Voilà. Alors attends, si je comprends bien, il y a ton oncle qui vient t'attaquer, qui vient attaquer ton papa, 27 coups de couteau, et toi, suite à ça, t'es enlevé. 2 ans après, on a été enlevé. 2 ans après, t'es enlevé. C'est ça. J'ai été enlevé avec mon grand frère et mon petit frère. On a dormi dans une caravane. On était enfermés dans une caravane. Et c'est la même... C'est la même famille que mon père. Voilà. Donc suite à ça... Et entre tout ça, tu n'as pas encore la maladie alors? Je n'ai pas encore la maladie. Ah oui. Cette maladie, elle n'est pas arrivée tout de suite comme ça. Ça a été que des chocs traumatiques, émotionnels, on va dire, à la durée. Parce que ça ne s'arrête pas là. La suite est encore beaucoup plus dure à écouter, je pense, pour ceux qui vont écouter. Mais alors, parle-moi un peu de ton enlèvement, parce que t'as enlevé, c'est-à-dire séquestré chez elle, mais combien de temps 2 ans, on était à Pau. 2 ans. Moi, je suis de la région centre, et on nous a retrouvés à Pau, donc plus bas dans la France. Et on a été placés en foyer. Voilà. Donc après... Comment on sait que vous êtes enlevé alors du coup Parce que mon père et ma mère avaient fait une demande de recherche, une déclaration de disparition. Donc pendant 2 ans, tes parents ne te voient pas? Oui, tout à fait. Et toi, tu vis ça comment? C'est-à-dire que tu sais très bien que tu es enlevé, même si tu es jeune? Non, tu ne le sais pas. J'ai quelques images parce qu'à l'époque, j'avais que 3-4 ans. Donc, je n'ai pas le tout. Je me rappelle juste réellement des lieux et de comment ça s'est produit. Mais il y a des choses, des fois, notre cerveau qui nous permet de... Est-ce que tu te rappelles de ta vie de l'époque? C'est-à-dire, tu vas à l'école, tu as des copains pendant cette époque-là Ben non, puisque en fin de compte, après, j'ai pas grandi avec ma famille, puisqu'on a été placés presque tout de suite après. Donc après, moi, mon enfance, elle a commencé quand je suis arrivé au foyer. Donc ça a été des traumatismes, et ces traumatismes-là ne se sont pas arrêtés quand j'étais dans les foyers. Et tes parents finissent par te retrouver alors? Mon père, oui. Mon père a fini par me retrouver. Bon, je ne vais pas trop parler de cette tante-là parce que elle est décédée, donc paix à son âme. Mais voilà, pour moi, ça a été un choc, mais bien plus tard. C'est pas tout de suite, puisque moi, je la connaissais, cette tante. Elle ne nous a pas non plus fait de choses mauvaises, à part les attouchements qu'il y avait eu après par la suite. Au début, tout allait bien. Si, alors oui, donc non, si. Oui. Il y a des attouchements, mais à part ça, non, non. On ne peut pas dire un truc. À la fin, au début, elle était bienveillante. Ah bah oui, mais ça, on l'oublie le début. Je suis désolé de dire ça, mais si, on l'oublie complètement. Tu me parles d'attouchement, c'est-à-dire attouchement, quoi. Ouais, attouchement, oui. Donc viol. Mais on parle de viol, là, du coup. Hein. Oui. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Le pire, c'est que ça m'a pas forcément traumatisé, puisque je n'avais pas encore la notion de ce que c'était le sexe. C'est après. Oui, bien sûr, tu connais pas, tu sais pas, évidemment, voilà. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est juste les 2 passages les plus anciennes qui ont fait partie de ma photophobie. Derrière moi, je suis arrivé en foyer, j'ai été attouché encore une fois, violé encore une fois par une jeune de foyer qui, elle, était majeure. À quel âge, là, du coup, à cette heure? J'avais 7 ans et demi. J'ai fait une remontée auprès donc, de l'école où j'étais, à Chartres. Tu dis là, en fait, tu n'es violé que par des femmes, si je comprends bien. Pour l'instant, oui. Ah, pour l'instant, là, dans mon moment d'histoire, ouais, c'est ça. Yes. Donc, simplement, il n'y a pas eu de gain de cause. C'est-à-dire qu'affaire classée sans suite. Parce que la personne qui te viole au foyer, elle a quel âge, du coup? C'est une adolescente? Elle avait 18 ans, et comme elle était... 18 ans? Ouais, c'est parce qu'en fait, j'étais intégré dans un foyer de jeunes avec des gens de 18... Enfin, elle était animatrice ou elle était... Non, je vais vous expliquer. C'est un CDE, Centre départemental éducatif. C'était là où on mettait tous les enfants avant de pouvoir trouver des foyers ou des structures pouvant les accueillir à long terme. Et dans cette structure-là, il y avait une autre structure IME, Institut médicaux. Ah oui. Et cette fille-là était là. Et en sortie d'activité, on était parti se baigner dans un lac.
Et c'est là qu'elle m'a fait ces choses-là dans l'eau. Et juste parce qu'elle était un peu handicapée, il n'y a pas eu de justice de fait. Donc, c'est-à-dire ces touchages, attouchement sexuel, c'est ça? Ça, oui, non, plus que ça, oui. Elle m'a voilà, elle m'a touché, voilà, tout à fait, elle m'a fait des choses que... Et tu as 7 ans à l'époque. C'est ça, tout à fait. Toi, à l'époque, tu le ressens comment? C'est-à-dire, tu vois ça une agression ou si elle le fait agressivement ou elle le fait je vais te faire du bien, c'est vrai que c'est des mots. Voilà, évidemment, c'est très dur hein, ce qu'on dit, mais c'est la vérité. Hein, c'est une partie de la vie, malheureusement, qui peut exister chez certaines personnes. Peut-être vous reconnaissez malheureusement ce soir. Bah, je pense qu'elle était amoureuse de moi, et mais moi, tout de suite, ça m'a interpellé, ça m'a rappelé des choses de ma tante à ce moment-là. C'est là que j'ai commencé à réagir et à réaliser ce que c'était. Et je suis sorti tout de suite de l'eau en criant. J'étais vers l'éducateur. L'éducateur n'avait rien voulu faire. C'est quand je suis allé à l'école le lendemain que là, l'école a fait en sorte de déplacer les services sociaux, etc., pour que je puisse être entendu. Et j'ai été entendu à la brigade de Chartres. Voilà. Tout a commencé là. Donc tu as passé beaucoup de temps dans les services sociaux alors du coup. C'est ça. De quel âge? Donc de 7 ans à peu près Jusqu'à 16 ans. Ah oui. Donc tu ne vois pas tes parents quasiment de toute ta vie, enfin de toute ton enfance. Parce que tu es enlevé, puis ensuite tu es dans un foyer. Voilà, mon père lui était en prison. Donc pour ces faits-là, hein, ces choses-là que je vous ai dit, donc lui il est resté très longtemps en prison, il en est décédé d'ailleurs. En prison, et moi je me suis battu pour pouvoir finir en famille d'accueil. Famille d'accueil, eux m'ont beaucoup aidé là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le foyer était très 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 dur. Au foyer j'étais racketté, frappé, et que ce soit par les éducateurs ou par les jeunes. Donc à 7 ans, on arrive, à peine 5 minutes arrivé dans les structures, déjà on se fait tabasser, c'est un peu compliqué. Donc tu as été violenté toute ta vie en gros. C'est ça. Donc tes parents, si je comprends bien, aujourd'hui c'est quoi comment est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce que tu as des rapports encore avec eux? Alors, mon père non est décédé. Ma mère, elle avait été déchue de ses droits parentaux, donc j'étais déjà très très jeune. Et elle est toujours vivante, mais... Pas de rapport tu n'as aucun rapport avec elle? J'ai aucun rapport, puisque pour elle, pour que je puisse avoir de l'attention, il faut que je la paye. Pour elle, l'amour s'achète. Pour que tu la payes? Cadeau ou... oui. Voilà. Ouais, faut que tu lui en fasses un cadeau, elle va accepter de te répondre. C'est ça. Et donc du coup, non, moi je suis passé... en fait, quand j'ai terminé l'étape du foyer et que je suis passé en famille d'accueil, au bout d'un moment, j'ai eu un passage à vide, où j'ai tout voulu quitter et je suis retourné voir ma mère à ce moment-là. Et elle m'a fait vivre. Et pourquoi on lui avait enlevé ses droits parentaux Pour maltraitance, elle s'amusait à brûler ses enfants avec des briquets. Elle ne nourrissait pas comme il le fallait. Donc c'est... Ça a été... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est plus une maman poule, une maman qui fait des enfants, mais qui ne les fait pas pour les bonnes raisons. Ah, tu dis maman poule c'est pas ça. Quand on dit maman poule, c'est une maman qui fait beaucoup d'enfants, parce que j'ai 6 frères. Maman qui fait beaucoup, oui, une poule pondeuse. Voilà, c'est ça. Parce que si, papa poule, maman, papa gâteau. Dans ce sens-là, parce qu'il y a double sens, c'est pour ça, et je pense que c'est pas dans le sens qu'on peut penser. Donc elle a accepté, elle a refusé. Donc elle a été déchue de ses parents, c'est ce qui est normal. Vu de ce que tu racontes, ça paraît normal. Normal qu'on lui retire. Toi, est-ce que dans ta jeunesse, tu pleures, tu es triste de ne plus être avec ta maman, ou tu te dis que c'est normal? Vu que c'est jeune, tout ça arrive très vite. Pendant plusieurs années, j'ai pensé à ça, j'ai pensé que j'étais mal aimé, etc. Mais quand j'ai construit ma vie, que j'ai réussi à construire ma propre famille, à partir de ce moment-là, ça a commencé à disparaître, ce mal-être que j'avais au fond de moi à cause de tout ça, parce que moi, tout ce que je demandais, c'était l'amour d'un foyer, l'amour d'une famille, parce que moi, je n'ai pas été comme les autres enfants à connaître tout ce qui était Noël, anniversaire, jour de l'an, Halloween, Pâques. Je n'ai pas connu tout ça, moi. Je n'ai rien connu de tout ça. Ça ne m'a pas manqué. Après, ça m'a manqué quand je voyais les autres jeunes enfants qui étaient remplis aux as d'amour. Parce
que moi, si on me demande maintenant ce qui m'avait manqué dans mon enfance, c'était juste l'amour paternel. Oui, bien sûr, la tendresse. Paternel, c'est ça, la tendresse. Puisque moi, il a fallu que je devienne un homme assez jeune. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Travailler dans quoi au début J'étais charpentier couvreur zingueur. Couvreur, Ouais. comme Jésus. Ouais. Voilà. Chaque fois qu'on parle de couvreur, je pense à ça. Non, il était charpentier du coup. Oui, bah, il faisait les deux, je sais plus. Ouais. Charpentier ou couvreur. Bon, bref. On s'égare. Mais oui, ok. Alors moi, maintenant, ma question est simple. Quelles sont les relations que tu as avec les filles? Parce que c'est aussi compliqué, ça. Avec les filles. Aujourd'hui, enfin, je veux dire à l'époque. Ouais. À l'époque, j'avais pas trop de problèmes. Bon, t'as comme la. Parce que j'étais tout mince, donc du coup, on me jugeait pas comme Puis bon, maintenant. physiquement, t'as une bonne tête, quoi. Je pense que t'étais le petit mignon quand même, hein, que les filles repéraient. J'avais pas trop de soucis. Mais ouais, mais toi, ça te faisait pas peur, ça te faisait pas. Non. Beaucoup n'ont pas de sexualité à cause de ça. Au début, bah, c'est vrai qu'après, pour approcher les filles, c'était différent parce que bah, tout de suite, on m'a accroché de mecs qui se la pètent. Ouais. Mais après, quand ils apprenaient à me connaître, en fin de compte, ils voyaient que j'étais quelqu'un de jovial, sociable. Et donc après, ça Ah, mais là, c'est le regard des gens. Mais moi, je parle plutôt de toi, comment tu te sens par rapport à ça. C'est-à-dire par rapport à ce que tu vis, le trauma que tu as, enfin, les actions qu'on a eues contre toi, comment toi, justement, tu te considères quand tu es face à une fille. Est-ce que toi, tu as le sexe, comment tu as la considération que tu as pour le sexe à cette époque-là, quoi? Mais en fait, j'ai très vite pardonné ces choses-là. On m'a souvent reproché d'avoir pardonné des faits graves. Ouais. Donc tu pardonnes, c'est ça. Voilà, c'est intéressant. J'ai pardonné parce que non seulement déjà pour moi, pour que je puisse faire le deuil de ce qui m'était arrivé, puisque quand même, à cet âge-là, c'est quand même dur. Donc à l'époque, c'est pas grave. Donc tu te dis finalement, c'est pas si grave. Bah, je savais la gravité, mais à quoi bon de penser à des choses qui sont déjà passées alors que maintenant, j'ai un grand couloir qui est près devant moi, comme un arbre prêt à fleurir. Donc, comme on dit, on ne peut pas retourner en arrière. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tu le pardonnes. C'est un petit peu comme tout ça, comme si ça n'avait pas existé. Mais par contre, tu as comme un traumatisme qui va se révéler, se caractériser autrement avec ta maladie. Ouais, bah en fait, la maladie, elle est à Paris parce qu'il y a eu trop d'injustices. J'ai pas eu le soutien. Trop, c'est trop. Voilà, le soutien, que ce soit judiciaire ou même médical à l'époque. Et du coup, au final, bah, cette injustice-là m'a créé une photophobie, donc une sensibilité. Ça n'a pas atteint que les yeux. Ah, je ne te l'ai pas dit, mais maintenant tu vas le savoir, c'est que j'ai dû être opéré des oreilles, parce que je devenais sourd aussi. Donc en fait, ça. T'as quel âge là, quand ça se passe, quand ça commence? 8 ans. Donc tu commences à ne plus voir quand tu as 8 ans, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, je vois, mais ça me brûle les yeux. Donc à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. On me mettait des gouttes dans les yeux. Je courais, je voyais même pas un tabouret, je tapais dedans en fait. Et c'est comme ça que ça a été diagnostiqué. Voilà. Et j'ai fait tout un tas de tests. Quels sont les... Et quels sont... Donc tu disais, oui, excuse-moi, je te laisse terminer. J'ai fait tout un tas de tests, que ce soit ECG au niveau du cerveau, tout ça, il n'y avait aucun problème. Au début, il se posait la question de pourquoi j'avais ça. Et c'est un psychologue à l'époque qui a trouvé le pourquoi du comment. Voilà. C'est une maladie clairement rare, comme beaucoup de maladies. Ouais. La différence avec les enfants de la Lune, il y a des enfants qu'on dit qu'ils ne peuvent pas être du tout à la lumière du tout, enfin, ça n'a rien à voir en fait, ou il y a des rapprochements quand même ou... Je ne veux pas vous mentir, je ne connais pas trop les autres. Ouais, ok. Mais tout simplement, moi j'ai toujours dit, c'est comme si j'étais quelqu'un d'aveugle sans être aveugle. Voilà. Donc à partir de 8 ans, les moqueries, quelles sont les moqueries? Quels sont les mots qu'on te dit exactement à l'époque? Quand j'étais gamin, il n'y avait pas eu trop de moqueries sur ça. Alors c'est à partir de quand C'est à partir de quand j'ai commencé le monde professionnel. Donc c'est quoi? 14 ans. T'es charpentier du coup? Ouais. J'ai pas fait que ça, hein. J'ai plusieurs diplômes. Vas-y, dis-moi, quel travail? La boucherie, un exemple. Boucherie, alors vas-y. La boucherie, c'était, on venait dès le matin en chantant un lundi au soleil, ou tu n'es pas professionnel, tes lunettes ne font pas de professionnel, tu n'es pas fait pour être là. Un lundi au soleil,
Ah, c'est pour le voir ça peut être marrant entre guillemets, mais Ouais. bon. Quand on sait que c'est laquelle personne qui nous dit pour rigoler et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on sait que la personne en face est plus dans le côté néfaste et négatif, non, ça on ne l'apprécie pas. Ouais. On ne l'apprécie pas du tout. Quand on dit que tu n'y arriveras pas. Par contre, le côté, le côté c'est pas pro des lunettes, ça c'est. Voilà, c'est ce qui me sortait. Et on te dit tu n'y arriveras pas alors. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais bon, moi j'ai toujours réussi. Et pour faire fermer la bouche à ces personnes-là, j'ai été au bout de mes projets, j'ai passé mes diplômes, je les ai eus. Parce que pour être boucher, il ne faut pas oublier, c'est très dur, il faut avoir une bonne vue. Bon, j'ai une bonne vue, ce n'est pas la vue qui est atteinte, moi. Mais il y a beaucoup de lumière. Donc moi, je travaille dans un labo où il y a plein de lumière. Donc moi, je joue avec les angles pour pas que la lumière vienne m'attaquer, pour que je puisse désosser, faire un boulot d'un boucher lambda comme tout le monde. Et j'ai eu des reconnaissances de belles personnes professionnelles, mais beaucoup de dénigrance et d'humiliation par rapport à ça, en fait. Voilà. Beaucoup de souffrance. Ouais, c'est ça. Le regard des gens. Tu as eu quand même un entourage, on parlait de l'entourage néfaste, mais tu avais un entourage bienfaisant, j'ai envie de dire, bienveillant, plutôt bienveillant. Sans te mentir, avant de rencontrer ma femme, non, j'avais personne. D'accord. Pas de copains, pas de potes, pas de petits amis, pas de cousins, cousines. Tes frères et sœurs, comment ça se passe? On se connaît sans se connaître. Vous avez tous été placés à un moment ailleurs, toi? C'est ça. Et tu ne les vois plus Non, en fait, à l'époque, on devait être placé de base dans un SOS village pour qu'on puisse être tous ensemble. Ma mère, à l'époque, qui avait encore ses droits parentaux, avait décidé que non. Du coup, on a tous été dispatchés. On ne s'est jamais plus ou moins revus. J'en ai revu un ou deux. Mais le seul que je vois actuellement, il est atteint d'un cancer. Donc c'est pour ça que je suis là pour lui. D'accord. Et il est handicapé de base, lui aussi. Donc voilà. Enfin, vous étiez proche avant qu'il ait un cancer ou c'est parce qu'il a été malade que vous êtes devenus On s'est retrouvés il y a 2 ans. Ouais. Et puis, on n'avait pas l'atome crochu de vrais frères. Vous savez, le lien fraternel qu'on a, en fait. Donc, nous, on ne connaît pas ça. Pour moi, c'était comme un inconnu quand je l'ai retrouvé. Mais quand j'ai appris à le connaître, on a gardé des petits contacts comme ça, mais sans plus. Jusqu'au jour où il y a 5 mois qu'il m'apprend qu'il est atteint d'un cancer. Et là, oui, j'ai décidé d'être là pour lui parce qu'il a vécu la même chose que moi. Lui, il pensait avoir été abandonné aussi par sa famille, alors que moi, je l'ai recherché pendant des années. Voilà. La rencontre avec ta femme, raconte-nous, dis-moi tout. Ça a été sur le rond-point des Gilets jaunes, quand j'avais créé les Gilets jaunes à l'époque. Il y a eu les manifestations. Donc dans ta région, à Chartres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on s'est rencontrés. 2018 alors, du coup. Ouais, c'est ça. On s'était rencontrés parce que j'avais créé ce mouvement à Chartres, où j'ai animé aussi. J'avais réuni plus de 400 personnes sur un rond-point. Et puis on s'est rencontrés comme ça. Voilà. Et depuis. 2 enfants, enfin un. Un de 2 ans et demi et un qui est en cours. Donc, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui la vie est belle. Ouais, elle est belle. T'as ta famille, t'as une femme qui t'aime, t'as ton fils pareil. Quoi. Est-ce qu'il peut y avoir de l'hérédité dans cette maladie? Tu y as pensé? Enfin, forcément, tu y as pensé peut-être. Non, il n'y a pas d'hérédité. On ne peut pas hériter ça. Moi, j'avais peur quand mon premier il est venu au monde parce que je me suis posé la question si ça pouvait être héréditaire. Ouais. Et on m'a dit que non. Donc, j'étais assez content de ce côté-là par rapport à mon fils parce que je ne voulais pas qu'il vive ce que moi j'ai vécu jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on me juge encore. Encore plus aujourd'hui qu'avant. Ah oui, c'est quoi qu'on dit aujourd'hui? Avant, j'étais tout mec, je faisais 40 kilos. C'est vrai que tu fais de la muscu aujourd'hui. Voilà. Et quand j'ai commencé à mettre au sport et que je me suis servi donc mon handicap en force, en détermination, en courage, dans le sport, c'est vraiment le sport qui m'a sauvé, on va dire, moralement. Ça a été comme une thérapie. Et du coup, quand j'ai commencé à devenir un athlète, parce que je suis un athlète, et j'ai été reconnu parce que je suis devenu ambassadeur d'une des marques de sport, là, les gens ont changé totalement de vision par rapport à moi.
Tout de suite le bad boy, tout de suite le mec qui est sévère, le mec qui veut se la raconter, ça revient. Mais c'est encore pire. Et quand c'est surtout à la salle de sport. Donc là, ouais, tu me poses la question de maintenant, si avec les filles j'aurais eu des difficultés, oui. Mais moi maintenant, je m'en fous puisque j'ai ma femme. Bien sûr, bah là aujourd'hui, oui. Mais si tu devais me poser la question qu'à ce moment-là, j'étais célibataire, là oui, là je peux te dire que là actuellement, là, aujourd'hui, c'est impossible. Dans la société de maintenant, c'est impossible parce qu'on n'accepte pas la différence. Enfin, pour moi, de ce que je ressens. Ouais, justement, qu'est-ce que tu auras envie de dire maintenant à ta femme? J'ai envie de lui dire que je la remercie tous les jours, même si c'est pas facile, parce que bah, pour elle. Elle t'a sauvé complètement. Ouais, elle m'a sauvé parce que bah, elle doit vivre dans mon monde, parce que le soir, ou même la journée, des fois, on est obligé de vivre dans le noir dans ma maison, de fermer, donc des volets, j'ai des lumières spécifiques. J'imagine que ce n'est pas un problème pour elle. Ça n'a jamais été un problème. Au début, c'était difficile à s'adapter. Ouais. C'était difficile pour les regards des autres aussi. Puisque elle et moi, en plus, on a une sacrée différence d'âge quand même. C'est-à-dire? Elle a 10 ans de moins que moi. Oui, oh, c'est pas. Et pour des gens. 35, voilà. 25, c'est ça, si je comprends bien. C'est ça. C'est pas, je sais pas, ça va encore, je sais pas, c'est pas ce qu'il y a de. Ouais, mais bon. Ouais, alors moi, ce que je dirais, j'en remarque quand même quelque chose, c'est que par rapport à ce que tu dis, hein, on se connaît de là, hein, mais tu vois beaucoup par rapport, tu dis, le regard des autres. C'est vachement primordial pour toi. Ah ouais. Alors que finalement, tu devrais t'en battre, enfin, je vais dire volontairement le terme, franchement, t'en battre les couilles. Ouais. Mais t'y arrives pas. Enfin, aujourd'hui, c'est le regard. Toujours, tu dis, excuse-moi du terme, j'ai fait exprès de dire ce terme-là assez fort. Bah, t'en fiches, j'ai envie de dire, parce que bon, aujourd'hui, c'est on a plus envie de dire, c'est ta vie et ta vie de famille, pas fait en fonction des autres. Bah oui, ça, c'est je peux ça. dire à tout le monde, hein, même pour n'importe quoi. Arrêtons de faire en fonction des autres. Oui. Fais en fonction de toi et de ta famille. Bah, c'est pour ça que je suis venu là et que je te remercie de m'avoir invité parce que enfin, je peux peser des mots sur quelque chose qui n'est pas connu et grâce à toi. Oui, grâce quand même, c'est toi l'animateur. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Voilà. Beaucoup de respect pour des personnes comme toi qui ont un cœur et qui laissent la parole aux personnes qui en ont vraiment besoin. Parce que donner la parole, c'est bien facile de dire des choses sur des réseaux, tout ça, mais quand on a la chance de pouvoir venir s'exprimer et de faire connaître aux gens, parce qu'il faut se cultiver. Si je porte des lunettes, que ce soit dans des lieux publics fermés ou ouverts, c'est pas pour faire le beau gosse, c'est justement parce que je veux vraiment atteindre quelque chose. Un mot également, justement, on va en parler rapidement, un truc sympa là pour le coup, plutôt dans l'entertainment, le divertissement, on a pu te voir aussi à la télé. Oui. Dans l'émission d'Arthur, c'était Juge Arthur. Juge Arthur, voilà, qui est disponible sur TF1+. Oui, c'est ça. Encore, et d'autres aussi, hein, il y avait d'autres émissions. Ouais, j'ai fait Koh-Lanta sur YouTube. YouTube. J'ai fait W9 avec Extreme Tattoo. J'ai été invité 2-3 fois sur TPMP avec Cyril Hanouna. J'ai fait Énergie 12 et j'ai fait C'est mon choix. Ah ouais, donc quand même, tu as quand même du vécu dans les médias. Oui. Ça se passe bien à chaque fois, on sent pas, enfin moi ici en tout cas, je ne sens pas avancement de timidité devant la caméra. Quand ça c'est avec tes lunettes et tout, tout s'est bien passé avec Arthur, avec Hanouna, avec… Alors, les premières émissions, on m'a refusé, on m'a accepté à ce que je vienne sur le plateau avec mes lunettes et après on m'a obligé à les enlever. Donc, on peut encore retrouver ces émissions sur YouTube, tout ça d'ailleurs. Et vous allez tous voir que je souffre. Mes yeux clignotent, deviennent rouges. On pourrait croire que je suis quelqu'un de drogué alors que je ne l'étais pas du tout. Ah oui, d'accord. C'est juste que ça atteint vraiment sur mon visage. Et réellement, ça a été grâce à Cyril Hanouna, à partir de là, où on m'a accepté avec mon handicap, où j'ai pu venir sur des plateaux avec mes lunettes. Et encore plus toi, parce que tu me donnes l'occasion de pouvoir m'expliquer sur ce que moi j'ai en termes de différence par rapport aux autres. Bah écoute, avec plaisir justement, un dernier mot, tu disais, tu as dit quelque chose, des fois on pourrait croire que je suis drogué quand je suis sur le plateau télé. Est-ce que tu as eu c'est vrai que tu as tout le temps tes lettres, mais quand même des histoires à cause de ça, parce que quand tu as les yeux rouges, tu te fais arrêter par la police, oui monsieur vous avez les yeux rouges, ce serait… Ah oui, oui. C'est ce que je veux dire, voilà, j'ai souvent été arrêté. Ouais, on te prenne pour un drogué alors que pas du tout, tu es juste malade en fait. Ouais. Bah oui, je m'étais fait arrêter une fois parce que ça fait le mec Kékos, je vais parler comme ça, un mec de quartier, parce qu'à l'époque j'habitais dans un quartier et oui, si on avait une casquette ou des lunettes, on se faisait arrêter. Bon, moi j'ai toujours été en règle, donc au final, voilà. Donc moi il me disait enlevez vos lunettes, on veut voir vos… Non monsieur, je peux pas, je vous explique pourquoi, je suis atteint de ça. Et après ils comprennent, mais… c'est vrai qu'on se fait beaucoup arrêter. Ouais.
Et donc le mot de la fin, on va vraiment terminer avec ça. Le traitement quand on a cette maladie, comment on s'en sort en fait? C'est juste des lunettes, il n'y a pas de médicaments pour ceux qui penseraient peut-être l'avoir ou qui l'ont, ou je sais pas. Il n'y a pas de spécialement de traitement. Pour moi, spécialement en fait, le jour où ça peut rester à vie comme ça peut être bien s'enlever. entouré déjà, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, mais au moins que les choses que j'ai subies soient reconnues en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été reconnues. Vous voyez, donc voilà. Donc moi après, je veux dire aux gens que moi, les gens qui veulent essayer de m'atteindre, comme encore aujourd'hui, vous ne m'atteindrez pas. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre une vie paisible comme tout le monde. Maintenant, je suis là devant tout le monde pour expliquer ce que j'ai. Si maintenant vous faites les aveugles, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qu'avec mon handicap, j'ai une force inouïe où j'ai travaillé avec des grandes personnes. Et donc, du coup, voilà, j'ai travaillé avec Dominique Duforest, vous connaissez peut-être. Oui, la voix de Secret Story, voilà. Ancien animateur d'énergie aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, ouais, j'ai des opportunités. Tu savais qu'il était animateur sur Énergie? Comment? Tu savais qu'il avait été animateur sur Énergie? Oui. La matinale, dans quelle année? C'est lui qui a fait connaître Jean-Luc Reichmann. Aussi. Oui, mais en quelle année il a été animateur sur Énergie? Enfin, quelle ça, période? Je ne me rappelle plus. Question piège. C'était à la fin des années 90 avec Denis Balbir aux infos, pour la petite info. Voilà. Bah, écoute, Maxime, ça fait un plaisir merci de t'avoir reçu. Le message est bien passé. Force à toi pour la suite. Et vous, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.